très important des marchés numériques. Et donc, pour faire plus concret, prenons par exemple le modèle d'affaires de Facebook, voire de Google, même si Google, ça va on parle aussi de Google Search, Google Maps, et cetera. Donc ces plateformes vous fournissent des services à un prix égal à zéro, a priori, mais en même temps, elles vont divulguer vos données personnelles à des parties tierces. Alors, quand je dis divulguer, ça ne veut pas dire qu'elles vendent exactement vos données aux parties tierces. Elles peuvent, elles peuvent avoir vos données, les analyser et fournir l'analyse de données à des parties tierces, donc typiquement des publicitaires ou des courtiers en données. Et donc ces données donc, seront monétisées par ce biais. Donc voilà, ça c'est le classique. On a aussi l'autre cas dans les marchés numériques, c'est le cas par exemple de Apple ou encore Srima. Srima, c'est une application comme WhatsApp, sauf qu'elle est payante et qu'on a une vie privée très très élevée et aussi au niveau de cybersécurité. Et en fait, ce sont ces firmes-là, c'est typiquement des produits payants ou des services payants premium et avec en même temps un niveau de vie privée dans le service qui est élevé. Voilà. Et donc, il n'y a pas de divulgation de données personnelles. Typiquement, je vais y revenir, mais il y a très récemment, là, je pense il y a quelques semaines, quelques jours, il y a Apple qui a mis en marche sur les smartphones Apple la app Tracking Transparency. En fait, ça permet à ceux qui utilisent Apple de vraiment contrôler leur vie privée en refusant de manière assez. Enfin, c'est un outil qui permet de vraiment d'empêcher les applications, voire surtout Facebook, de vous tracer. Donc d'ailleurs, ça a créé d'ailleurs une grosse polémique actuelle à ce niveau-là, vu que Facebook dit que maintenant, ils vont essayer de trouver un autre moyen de, malgré tout, contourner cette fonction. Voilà. Donc, c'est un sujet un peu sensible. Et bon, donc là, j'ai parlé de la vie privée, j'ai parlé des prix et des marchés bifaces, mais il y a aussi le côté utilisateur. Alors, bon, déjà, dans les marchés numériques, on parle souvent de ce qu'on appelle single roaming, multi-roaming. On peut dire aussi mono-hébergement et multi-hébergement. C'est l'idée que vous allez, single roaming, ça veut dire que vous allez consommer le service d'une seule firme. Et multi-roaming, c'est quand vous allez consommer les services de deux firmes qui sont, que vous percevez comme différenciées légèrement. Par exemple, on peut très bien imaginer que vous allez avoir sur votre téléphone, je prends un cas un peu pratique, vous pouvez avoir Uber Eats et Deliveroo. Voilà, vous n'êtes pas sur une plateforme, vous êtes sur deux plateformes. On peut faire ça pour plein de différentes plateformes aussi. Donc c'est l'idée, c'est que donc c'est qu'il y a aussi du coup du multi-homing. Et donc clairement, ça pose la question de quelle est l'incitation d'un utilisateur à faire du multi-homing et quel est l'impact. Typiquement, pourquoi il y en a qui vont être abonnés à Netflix et qui vont en même temps avoir aussi, on peut imaginer OCS. Dans quelle mesure, est-ce que c'est parce qu'ils estiment, enfin, est-ce que ce sont les contenus? Est-ce que, par exemple, je vais d'abord souscrire à Netflix et après je vais en plus souscrire à OCS, ou est-ce que c'est l'inverse? Ça, ce sont des sous-questions au niveau du multi-homing qui ont été travaillées et qu'on peut aussi ici revisiter. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est qu'on peut faire du single homing ou du multi-homing. Et il y a un second aspect, c'est que, en fait, je sais qu'en général, le public est moins familier avec ça, mais en fait, quelque part, l'utilisateur peut contrôler le niveau d'information qui est fourni aux entreprises, enfin aux plateformes. Alors, je prends un exemple parce que j'ai fait un séminaire il y a quelques semaines et en fait, je m'étais rendu compte, enfin moi ça me paraissait évident, mais en fait, il faut quand même que j'explique, c'est qu'en fait, on peut quelque part contrôler le niveau d'information qu'on va fournir à une firme. Pourquoi? Par exemple, si vous avez Firefox, le navigateur, ils ont déjà un modèle où ils disent qu'ils font beaucoup de vie privée, mais ils ont aussi, par exemple, le Facebook Container, parce qu'en fait, Facebook, quelque part, vous traque, entre guillemets, sur le web, une fois que vous êtes sur Facebook, mais aussi ailleurs. Et en fait, ils ont une sorte d'application qui bloque, en fait, les trackers de Facebook. Donc, c'est un moyen. Donc, si vous êtes sur Facebook, mais que vous avez le Facebook Container,
quelque part, vous allez fournir moins de vos données personnelles que si vous ne l'utilisez pas. C'est un cas, c'est un exemple. Il y a aussi, par exemple, les applications de bloqueurs de pub comme Adblock ou encore Ghostery, qui bloque aussi les trackers, et cetera. Et il y a aussi d'autres applications qui permettent en fait qui vont rendre plus compliqué la collecte de données personnelles. Ça va pas l'empêcher, mais ça va rendre plus compliqué. Donc quelque part, l'utilisateur peut contrôler un tout petit peu, combien il va fournir de données. Alors c'était moins le cas il y a quelques années, mais maintenant c'est devenu de plus en plus le cas. Voilà. Et donc ces éléments-là aussi affectent quelque part le modèle d'affaires des plateformes numériques, et cetera. Et donc dans le papier dont je vais vous parler aujourd'hui, on va un peu réfléchir au cadre concurrentiel, des marchés numériques et du rôle de la vie privée, en fait, dans ce contexte. On va avoir 2 plateformes, 2 entreprises qui vont faire concurrence en prix et en divulgation de données personnelles. Alors ce que je peux appeler concurrence en vie privée parce que quelque part, si je divulgue davantage de données personnelles, bah, du coup, ça veut dire que je choisis en tant que plateforme d'avoir un niveau de fournir un niveau de vie privée plus bas à mes consommateurs. Donc voilà. Et donc les questions sous-jacentes, c'est quels sont les principaux facteurs, déterminants, des modèles d'affaires des plateformes numériques. Donc ça, on va revisiter, comment le fait qu'on puisse, faire du multi-homing, va modifier, ce modèle d'affaires comparé à si on peut faire que du single homing. Et aussi, bon, j'en parlerai rapidement pour cette présentation, mais est-ce qu'une fusion, au monopole, donc on a un duopole et on passe au monopole, est-ce qu'une fusion au monopole, qu'on soit, est-ce que le fait qu'on soit en single homing ou en multi-homing, elle va affecter l'effet de la fusion? Voilà. C'est ça qu'on va essayer de voir, aujourd'hui. Voilà. Et donc, alors, juste par rapport à la littérature, rapidement, pour passer ensuite, au modèle. Alors, donc, le papier est lié à plusieurs, types de littérature. Donc, il y a d'abord la littérature un peu classique sur la vie privée, assez générale, donc le côté, économie publique, le côté, microéconomie appliquée, qui travaille dessus, donc je ne vais pas détailler ici. On a la littérature, la plus proche, enfin proche du papier, en particulier le papier de Casadesus Mazanel et Avasdran, où en fait, ils vont examiner, un peu une concurrence avec la vie privée dans un modèle de différenciation verticale, hem, où ils vont, même s'ils ne disent pas, ils vont observer ce qui se passe quand il y a du single homing. Donc c'est le papier le plus proche de notre travail, de notre travail bien sûr. Et donc nous on fait juste un modèle un peu plus large parce que, et un peu plus général, notamment par rapport à la fonction d'utilité. Et on va aussi intégrer donc, la différenciation horizontale et le multi-homing. Voilà. Et puis donc, le papier est aussi lié, de manière, enfin, est aussi lié au papier qui discute des marchés numériques, en particulier des marchés bifaces avec Armstrong, bien sûr, le classique, Bethlehem et Pides, qui vont plus loin qu'Armstrong sur les impacts du multi-homing. Et on a aussi le papier, par exemple, d'Anderson qui discute vraiment des impacts du multi-homing et de pourquoi on fait du multi-homing et l'impact sur la différenciation des produits. Et on a aussi le papier de Pratt et Valletti qui lui va s'intéresser au fait que ces plateformes sont des courtiers en attention. Attention broker, c'est-à-dire en gros, quelque part, comme elles ont vos données, ce sont des courtiers en attention. Et du coup, il étudie un modèle dans cette optique-là. Alors, passons au modèle. Oui, donc passons au modèle. Alors, donc ce qu'on va avoir, c'est on va avoir un marché biface, d'accord? On va avoir un marché biface où 2 plateformes, 2 entreprises, voilà, offrent un service donc, différencié horizontalement à des consommateurs, d'un côté du marché. Et elles vont ensuite, monétiser leurs données
par exemple, vendant l'accès aux données, pas vendre les données, mais vendre l'accès aux données, par exemple, si je puis dire, à un data broker qui est ici. Donc voilà pourquoi je parle de marché biface. Donc, comme j'ai dit, ces plateformes sont différenciées horizontalement. Donc, là, on va avoir un segment autolink, d'accord, pour faire plus clair. Alors, ce qui est important, c'est que si les consommateurs observent leur niveau de divulgation, enfin, observent le niveau de divulgation qu'elles subissent quelque part par les entreprises. Donc, en fait, les entreprises s'engagent ex ante à dire je vais avoir telle politique du privé. Donc, les consommateurs anticipent ça. C'est l'idée là-dedans. Et donc, ils vont décider ensuite quelle firme à quelle firme ils vont souscrire et leur niveau et le niveau de données personnelles qu'ils veulent fournir. D'accord. Donc, là, c'est un modèle, mais on peut, dans la réalité, on peut quelque part un peu choisir ce niveau d'information. C'est important de noter que les firmes, les plateformes ont deux sources potentielles de revenus. Donc, il y a les revenus de la vente du service. Voilà, et il y a aussi les revenus de fait qui proviennent de la divulgation de données, parce que du coup, l'accès aux données ou à l'analyse de données est vendu à un courtier en données. Voilà. Alors, donc maintenant passons donc aux consommateurs que j'appelle aussi utilisateurs. Le consommateur, lui, choisit une variable. Il choisit, je l'ai dit dans le step précédent, il choisit le niveau d'information qu'il veut fournir à la plateforme. Donc, sachant ça, l'utilité nette d'un consommateur qui est localisé en XI, donc ici c'est pour le modèle de Hoteling. Donc PXI, ça veut dire c'est les coûts de transport. Donc décide du niveau d'information qu'il veut donner à la plateforme. I, donc là pour la plateforme I, donc pour la firme I. Et ça, il le fait pour un prix donné et pour un niveau de divulgation donné. Et donc, on a la fonction suivante. Donc là, on a ici la V, c'est la valeur intrinsèque du service, quelque part. Et ici, en fait, Q, ça va être ce que j'appelle la qualité. Alors, c'est une interprétation, mais la qualité est comme suit. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque l'utilisateur utilise le service de la plateforme, s'il fournit davantage de ces données, il peut obtenir des services plus personnalisés, des services qui sont davantage adaptés à lui, et donc quelque part, il est content de fournir ces données dans ce cadre-là. Donc, en fait, la qualité augmente avec le fait que le consommateur fournit davantage de données. C'est un premier aspect. En même temps, le consommateur sait qu'il va potentiellement, il sait que ces données personnelles vont être utilisées à travers le niveau de divulgation des entreprises. Et donc, comme l'utilisateur a des considérations de données personnelles, de vie privée, pardon, eh bien, il va percevoir négativement le fait qu'il ait un niveau de divulgation qui augmente. Donc, en fait, il y a une sorte de... on va le revoir, mais en gros, la qualité dépend de deux aspects. Le fait que je fournisse un certain niveau d'information à la plateforme, mais en même temps, le fait que mes données personnelles pourraient être partagées. Parce qu'on peut très bien imaginer que je fournisse des données à la plateforme pour avoir un meilleur service, mais qu'en même temps, la plateforme choisit de ne pas divulguer mes données. Voilà, donc on a ça. Je précise que le prix ici que paiera le consommateur peut être égal à 0, voire négatif. On va voir si c'est possible. Aussi, je suppose que le niveau de divulgation de données est entre 0 et 1, dans l'idée où en fait, si le niveau de divulgation est égal à 0, donc je ne fournis pas de données, donc c'est une vie privée élevée. Et si le niveau de divulgation est égal à 1, je fournis, d'un point de vue imagé, on va dire, je fournis toutes les données que me fournit le consommateur au data broker. Donc voilà, donc là, on va dire qu'on est sur deux extrêmes. Voilà. Et donc, alors, ces données sont divulguées
appelons-le comme ça, un marché de données à un prix RI, parce que c'est pour la firme I, par utilisateur et par morceau d'information. Donc, une donnée d'un utilisateur, ça fait, c'est un prix RI. Donc, dans ce cas-là, le revenu de la vente, de l'accès, hein, c'est pas vraiment la vente de données, mais de la vente de données sur un utilisateur, ça va être le niveau d'information que me fournit l'utilisateur, fois le niveau d'éducation que choisit la plateforme, fois donc le prix de la donnée de l'utilisateur. Donc, on va aboutir à cette fonction de profit, à cette image à ce type de fonds de profit. On va avoir donc ici le PI fois DI, donc ça va être les revenus des ventes du service. Et cette partie-là, DYI fois RI fois DI, ça va être les revenus provenant de l'exploitation. On va dire comme ça, provenant de l'exploitation des données. Oui, alors important, le côté courtier en données, qu'on appelle aussi data broker. On va supposer que le data broker place une valeur VB sur les données de chaque utilisateur qui va souscrire au service de la firme I. De sorte que l'utilité nette de ce data broker, ça va être donc par rapport à la firme, s'il veut acheter les données de la firme I, ça va être donc VB moins RI, donc le prix qui va quelque part payer pour avoir l'accès à ces données ou à la liste de données, fois DI. Voilà. Et donc le timing est le suivant. Donc d'abord, les firmes vont choisir simultanément leur niveau de divulgation de données ou au niveau de vie privée. Ensuite, elles vont choisir simultanément leur prix et le niveau et le prix du service au consommateur et le prix d'accès aux données au data broker. Troisièmement, les consommateurs ensuite là, vont choisir ou pas de souscrire un service ou de rester hors du marché. Et finalement, quatrième partie, les consommateurs vont décider de leur niveau le niveau d'information qu'ils souhaitent fournir. Donc avant de passer au benchmark du single homing, est-ce qu'il y aurait des questions? Donc, alors, s'il n'y a pas de questions, je vais passer donc, au single homing. Donc là, on va supposer que les consommateurs font seulement du single homing. Soit ils vont à la plateforme A, soit ils vont à la plateforme B. Mais ils ne peuvent pas aller aux deux. C'est un premier point. Et on va voir ce qui se passe dans ce cas-là. Alors, je ne vais pas forcément dire tous les détails qu'il y a sur les slides, mais voilà, on va prendre ce qui nous intéresse. Donc d'abord, on va donc le jeu, on va le résoudre en le faisant par, je ne sais pas comment on le dit en français, mais par induction inverse. Bon, voilà, quelque chose comme ça. Donc d'abord, au quatrième niveau, les consommateurs décident du niveau d'information qu'ils veulent fournir aux entreprises. Et donc, pour ce, le consommateur va maximiser sa fonction d'utilité, ici, par rapport à son niveau de fourniture d'informations. Et donc, on fait cette maximisation. Et donc, on va obtenir YIC de DI. Donc, YI, niveau le niveau de données que fournira le consommateur dépend du niveau de divulgation de la firme. Et donc, en fait, on montre de manière théorique que, en fait, plus la plateforme divulgue de données, moins le consommateur a envie de fournir ces données personnelles. Bon. Voilà, donc là, je vais juste, pour la suite, je vais juste éviter de mettre trop de paramètres. Du coup, je vais juste écrire YIC et la fonction qualité de manière plus simple ici, donc pour avoir des slides plus propres. Voilà. Donc après, au quatrième stage, au troisième stage, donc le consommateur choisit ou pas de
souscrire au service d'une firme. Et donc, du coup, là, on revient à du hotling, où en fait, on va avoir le consommateur indifférent, et donc, à ce moment-là, on va pouvoir déterminer la demande de la plateforme A, ou firme A, et la demande de la plateforme B. Voilà, donc ça, je vais passer. Important, maintenant, on va passer au stage 2. Au stage 2, en fait, donc comme j'avais dit, la firme va choisir le prix de vente de données personnelles, le prix d'accès, si vous voulez, de données personnelles au data broker, mais aussi le prix de vente du service aux consommateurs. Donc, première chose par rapport aux données personnelles, on peut dire quelque part que la firme I, si je prends la firme I, c'est un goulot d'étranglement pour l'accès aux données utilisateurs. En gros, c'est la seule qui a les données utilisateurs et le data broker ne peut pas accéder à ces données autrement que par la firme I. Donc, ce qu'elle fait, c'est que la firme I va faire une offre à prendre ou à laisser au data broker. Donc, c'est en quelque sorte un monopole sur ces données-là. Et donc, on montre simplement que la firme I va pricer, va charger un prix pour l'accès à ces données qui va être tel que la plateforme va extraire tout le surplus du data broker. Le data broker va avoir les données, mais la plateforme va extraire tout son surplus parce qu'elle est un goulot d'étranglement sur l'accès aux données. Donc ici, juste, donc c'est le prix de ces données, donc c'est RI égale VB. Donc là, pour simplifier le cadre et pour fluidifier le cadre, on va normaliser VB à 1, et donc on va dire que le prix que paye le data broker, c'est RIC égale à 1. Donc, ça nous amène à écrire la fonction suivante de profit pour la firme I. Ça va être donc ici PI fois DI, donc c'est le revenu qui vient de la vente du produit au consommateur, que le consommateur paye. Et là, en fait, on a les revenus de la divulgation de données ou de l'exploitation de données, donc DI, je rappelle, c'est le niveau de divulgation, fois YI, c'est le niveau de fourniture d'informations de la part des consommateurs, fois RI, en fait, c'est égal à 1, du coup, là, ça n'apparaît plus. Voilà, donc ça, c'est ça fois la demande, donc ça va être donc les revenus totaux issus de l'exploitation des données personnelles. Des données personnelles. Alors, je voulais juste faire un petit point quand même d'analyse sur les revenus issus de l'exploitation de données personnelles. En fait, l'idée, c'est de se dire, ok, très bien. Donc là, en fait, c'est les revenus de données personnelles. Donc, prenons DI fois YIC, en fait, si on les prend tout seul, c'est le revenu que je fais sur les données d'un seul utilisateur. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe si j'augmente mon niveau de divulgation? Si j'augmente mon niveau de divulgation, qu'est-ce qui se passe sur ces revenus, sur mon revenu sur un utilisateur? Il se passe la chose suivante, donc ça, on va ignorer ça, on va juste voir ici l'impact. En fait, si j'augmente mon niveau de divulgation, ça va affecter mes revenus de données pour un utilisateur de la main suivante. Si j'augmente mon niveau de divulgation, je vais en bénéficier en termes de revenus de revenus d'exploitation de données personnelles, parce qu'en fait, quelque part, le consommateur fournit ces données, donc je bénéficie d'augmenter mon niveau de divulgation. En même temps, comme le consommateur, lui, il perçoit négativement le fait d'avoir moins de vie privée, eh bien, en fait, il va y avoir aussi un effet négatif à la marge du fait d'augmenter le niveau de divulgation. Et ça, je dis par rapport aux revenus d'exploitation de données personnelles sur un utilisateur pour la firme. Donc là, ici, on va juste, pour avoir une solution intérieure, on va supposer que ça, c'est supérieur à 0. Et ça va nous amener à analyser le prix du service pour le consommateur. Donc là, les firmes maximisent le prix maximisent leur profit par rapport au prix. Donc après, on a la fonction de réaction, etc. On résout, à la fin, on aboutit à la fonction suivante. Et en fait, ce qu'on trouve, c'est que
si la firme I augmente son niveau de divulgation, eh bien, elle va par conséquent diminuer son prix. Pourquoi? Parce que si j'augmente mon niveau de divulgation, eh bien, ça va diminuer ma qualité, enfin, la qualité perçue par le consommateur. Donc, du coup, là, ce terme-là diminuera. Par ailleurs, si j'augmente mon niveau de divulgation, ça va augmenter mes revenus issus de la divulgation. Et donc, là, compte tenu de la fonction, ça va par conséquent avoir l'effet de diminuer le prix que je vais charger au consommateur. Donc, il y a ça. Donc, voilà. Second élément, comment réagit la firme I si la firme J, donc la firme concurrente, augmente son niveau de divulgation? Eh bien, en fait, c'est un peu plus compliqué. Moi, en tant que firme I, si la firme J augmente son niveau de divulgation, j'ai un premier effet, c'est que j'aurais envie d'augmenter mon prix parce qu'en fait, quelque part, si la firme J augmente son niveau de divulgation et que moi, j'ai un niveau de divulgation qui est fixe, mais quelque part, la qualité perçue de mon service va augmenter. Donc, ça va m'inciter à augmenter mon prix. En même temps, si la firme J augmente son revenu, son niveau de divulgation, elle va avoir davantage de revenus de la divulgation donnée. Et en fait, ça va m'inciter aussi un peu, ça va m'inciter en même temps mécaniquement à vouloir augmenter, à vouloir diminuer mon prix pour moi aussi augmenter mon niveau de divulgation. Voilà, c'est l'idée. Donc il y a des arbitrages de cet ordre-là par rapport au prix. Voilà. Et donc, bon, après, évidemment, là maintenant, avec les graphiques, ce sera peut-être plus clair. Mais donc, après, donc, on résout le premier stage où, voilà, donc, on maximise le profit, etc. Des firmes, on a la fonction de réaction. Et donc, à la fin, on va aboutir à l'équilibre. Et donc, là, passons au graphique pour faire plus clair. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que d'abord, donc là juste, ici, on a un graphique où on a la valeur du service pour le consommateur qui en abscisse. Et donc, il se passe quoi? Il se passe que, au niveau du niveau de divulgation, à mesure que le consommateur valorise le service, enfin, à mesure que le consommateur valorise le service, eh bien, la plateforme est incitée à diminuer son niveau de divulgation jusqu'au point où, en fait, elle ne va pas divulguer, elle ne va pas divulguer les données les données utilisateurs. Donc, premier point, il y a ça. Et donc, on va avoir une sorte de régime de vie privée. On va avoir un régime de vie privée que j'appelle flexible, c'est-à-dire en gros, selon le niveau, selon la valeur du service pour le consommateur, je vais plus ou moins fournir, je vais plus ou moins divulguer les données. Donc là, typiquement, si j'ai une valeur pour le service, moi, en tant que consommateur, qui est basse, la plateforme va plutôt beaucoup divulguer mes données. Alors que si elle est élevée, elle va moins le faire. Et sinon, j'ai un régime de vie privée strict, ça veut dire en gros, à partir d'une certaine valeur, je ne vais pas, la plateforme ne va pas divulguer de données. On peut imaginer que là, on a Apple, par exemple, enfin, a priori, qu'on a Apple et que là, on aurait, par exemple, un Facebook, hein, si je fais un peu comme ça, hein, enfin, si je veux illustrer. Alors, en même temps, le niveau de divulgation, le niveau de fourniture d'informations par le consommateur varie aussi. Par exemple, à mesure que je valorise le service, je vais être incité à davantage fournir d'informations. Donc, il y a une sorte d'arbitrage parce que pour la plateforme, comment dire, si le consommateur valorise peu le service, elle va fortement divulguer ses données, mais en même temps, ce consommateur-là va pas beaucoup divulguer, va fournir assez peu de données, alors que celui qui valorise le service davantage va en fournir davantage de données, mais ce sera pour un niveau de divulgation de données personnelles plus bas. Donc il y a un arbitrage qui va se faire pour la plateforme par rapport à ça. Et on va le voir aussi à travers le prix. C'est qu'en fait, quelque part, il y a, si les valeurs des, si les consommateurs valorisent très, très peu le service,
ou à un niveau bas, eh bien, en fait, les plateformes vont choisir de subventionner le consommateur. Elles vont le subventionner, donc elles vont subventionner le consommateur, mais en même temps, beaucoup divulguer ses données personnelles. Ou on va avoir le cas intermédiaire où en fait la plateforme va juste ne pas faire payer le service au consommateur, ou on va avoir le cas ici, là, où en gros le service est payant et évidemment, il est, payant et le prix augmente à mesure que le niveau de vie privée augmente et que les valeurs et qu'aussi la valeur du service pour le consommateur augmente. Donc il y a une interaction entre ces paramètres-là, qui jouent. Alors je précise quand même que dans la réalité, il existe le fait que les plateformes subventionnent les consommateurs. Je voulais juste le dire parce que par exemple Facebook, surtout aux États-Unis, autorise enfin, utilise les consommateurs à installer une appli Facebook, où en fait Facebook va collecter beaucoup de données, encore plus que d'habitude et en échange Facebook les rémunère une petite somme d'argent chaque mois. Donc cette pratique-là existe en fait en réalité. Donc voilà ce qu'on va avoir dans le cas du single homing. Donc on a vraiment une interaction avec différents paramètres. Tout ça dépend de la valorisation du consommateur pour le service et ça dépend uniquement de ça en fait, hein. Tout part de là et ensuite du coup on va avoir différents arbitrages, trade-off qui vont arriver. Je précise aussi qu'il y a un arbitrage, du consommateur, par rapport, au prix qu'il va charger. Simplement, si on est sur le régime de vie privée flexible, on va en fait, la plateforme va arbitrer entre ses revenus issus de la divulgation, qui baissent à mesure que le niveau de valorisation du service, augmente et en même temps, il y a les revenus issus des ventes du produit qui sont égal à T. Donc, si vous voulez, dans le hotlink, vous savez que quand on fait le hotlink classique, à la fin, le prix, c'est égal à C plus T. Donc là, en fait, le C, c'est égal à 0 parce que les coûts sont normalisés à 0. Mais ici, c'est quelque part le hotlink classique qu'on aurait eu s'il n'y avait pas de divulgation. Donc, en fait, la plateforme va arbitrer entre ces deux revenus euh, pour en fait choisir ou pas de subventionner le consommateur. Donc, si les revenus de la divulgation sont plus élevés, eh bien, elle va que les revenus de la vente du produit, elle va subventionner et inversement. Voilà, alors je vais aller plus vite sur la suite des slides parce que je pense que là, sinon, je ne vais pas avoir le temps du tout pour le multi-homing. Donc pour le côté monopole en single homing, je vais passer ces considérations, mais ce qu'on retrouve à la fin, et de manière générale, hein, c'est pas juste par rapport à un cas particulier, c'est que, une fusion au monopole, donc quand on passe du duopole au monopole, ça a pour effet d'augmenter le pouvoir de marché des plateformes et ça n'a pas d'effet sur la vie privée. Donc en single homing seulement, hausse du pouvoir de marché des entreprises, mais pas d'effet sur la vie privée parce que de toute façon, qu'on soit en monopole ou en duopole, on a toujours le fait que, les plateformes sont des, monopoles sur l'accès aux données et donc cette fusion, dans ce cas-là ici, va, diminuer va affecter négativement le surplus du consommateur. Si maintenant je passe au multi-homing, alors le multi-homing, je vais juste présenter le cadre de base et ensuite je vais passer directement aux résultats, je pense, je pense que c'est plus intéressant. Donc, alors, premièrement, le multi-homing est un choix, c'est endogène dans le modèle. Ça veut dire qu'on va intégrer un paramètre sigma. Sigma, c'est la valeur incrémentale de souscrire à un service, de souscrire à un second service. Donc typiquement, voilà où on est. Voilà où on va être en single homing, en multi-homing. Il va y avoir ces consommateurs qui vont choisir de seulement faire du single homing avec la plateforme A, ceux qui vont faire seulement du single homing avec la plateforme B, et au milieu, on va avoir les multi-homers, si je puis dire. Donc il y a le multi-homer qui va d'abord souscrire au service A, puis après au service B. Et on va avoir le multi-homer qui va d'abord souscrire au service B, puis après au service A. Voilà à peu près l'idée. Voilà à peu près l'idée. Et en fait, pour aller plus loin sur ce sigma-là, qui est la valeur un peu du multi-homing, si sigma est proche de 0, en fait, je ne valorise pas le fait de souscrire à un second service, donc en fait, je ne fais pas de multi-homing. Et si sigma est proche de 1, je valorise beaucoup le multi-homing et je vais souscrire, enfin,
la valeur de faire du multi-homing est très élevée pour moi. Voilà. Et comment on le voit ça? On le voit ici. Donc là, voilà l'utilité du multi-homer, de ce consommateur qui va consommer le service J en plus du service I. On va avoir la fonction suivante. Donc on va avoir le fait que je consomme le service I, ça me donne UI. Et ensuite, le service J, ça va être cette fonction-là. Donc on va avoir sigma de V de Q de Y de J moins PJ TXJ. L'idée étant que la consommation de second service m'apporte potentiellement moins que la consommation du premier, ce qui peut être logique vu que en général, on consomme un premier service et on consomme un second qui ne va pas nous fournir exactement le niveau d'utilité. Et donc, je le réécris comme ça, cette fonction. On voit en fait finalement que le multi-homing, c'est donc le fait de consommer le service I plus le service J, moins un paramètre de désutilité qui va augmenter à mesure que sigma diminue. Voilà, c'est à peu près l'idée. Autre élément à introduire pour le multi-homing qui est très important. J'avais dit que pour le single homing, c'est pas compliqué. La plateforme a les données utilisateurs et va ensuite est un monopole sur ces données et va les revendre au prix maximum au data broker. Le problème, la nouveauté, c'est qu'en fait, en multi-homing, c'est un peu différent. En multi-homing, on voit bien ici qu'on va avoir les multi-homers qui consomment le service A et le service B. Donc en fait, ici, si la plateforme A vend les données des multi-homers et si la plateforme B vend les données des multi-homers, ces données vont être vendues 2 fois et pas une fois. Donc si elles sont vendues 2 fois, on peut imaginer que le data broker va les valoriser moins. Donc moi, je dis qu'il les valorise alpha. Alpha fois VB, donc alpha. Parce que quelque part, je valorise moins une donnée que j'aurai 2 fois qu'une fois. Alors, on peut toujours dire que la donnée va être différenciée, mais en tout cas, on peut imaginer qu'il va y avoir une concurrence sur la vente de ces données et que ça va diminuer le prix que va charger la plateforme au data broker. Et quelque part, si alpha est inférieur à 1, eh bien, on pourrait dire que les plateformes ont des problèmes de monétisation des données des multi-homers. Voilà, donc la nouveauté, c'est quelque part, c'est qu'on a quand même que s'il y a du multi-homing, les plateformes auront plus de mal à exercer leur pouvoir de marché du côté du data broker. Et donc, ça pourrait créer des impacts sur la concurrence. Donc là, le modèle, je le résume, donc je vais passer ces slides. En fait, là, dans le stage 3 et 4, là, je vais passer dessus. Donc là, je rappelle, le stage 4, les consommateurs choisissent leur niveau d'information à fournir. Dans le 3, les consommateurs choisissent de faire soit du single homing, soit du multi-homing, soit de rester hors du marché. Et au stage 2, donc les plateformes vont choisir le prix de vente de l'accès aux données et en même temps le prix du service. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, soit les plateformes vont vendre en même temps les données, et donc clairement les données des multi-homers seront moins valorisées que les données des single homers, vu qu'elles sont vendues 2 fois. Mais on peut imaginer que les plateformes vont coopérer pour en fait vendre les données une fois au data broker pour du coup ne pas avoir pour réduire le problème de monétisation. Et en fait, je démontre qu'en fait, les plateformes ne vont jamais coopérer pour vendre les données de manière stratégique au data broker. Elles vont toujours les vendre en même temps. Et donc, à la fin, on aboutit au fait que les données des single homers seront vendues au prix maximal au data broker, donc à un prix égal à 1, alors que les données des multi-homers sont, elles, vendues à un prix égal à alpha, donc qui sera inférieur ou égal à 1. Voilà, et donc juste, il me reste combien de temps? Alors, Jean-Marc, il te reste à peu près entre 5 et 10 minutes? Ok, bon, Ça te va? oui, c'est bon, je vais me OK, mouiller. super. Alors, ensuite, donc ça, c'était par rapport au prix des données, etc., du côté business side. Maintenant, on a le côté consommateur. Et bon, pour faire rapidement, en fait, on va voir que la manière de charger le prix quand on est en multi-homing, elle est différente de celle de charger le prix quand on est en single homing. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qu'on voit là ici,
c'est que la plateforme va faire une sorte d'arbitrage entre la disposition à payer des consommateurs pour le service et les revenus espérés de la vente de données. C'est pas exactement la même chose qu'en single homing, parce qu'en single homing, ici, on avait T, c'était le niveau de différenciation des produits, moins les revenus de la, issus des données. Ici, c'est différent. Ici, c'est vraiment la disposition à payer du consommateur, moins le revenu que la plateforme pourra espérer sur les données consommateurs. Donc, c'est un peu différent. Je vais peut-être en parler dans un graphique si j'ai le temps. En tout cas, après, donc, on résout le dernier stage avec le niveau de divulgation de données. Et à la fin, on aboutit à plein de choses. Donc, on va essayer de résumer rapidement. Et après, il y aura un graphique. En fait, quand il y a du multi-homing, il y a beaucoup de choses qui se passent qui vont affecter en fait l'équilibre et les choix des plateformes comparé au single homing seulement. On va avoir 3 scénarios. Premier scénario, dans lequel en fait les plateformes vont, on va dire, avoir de fortes issues sur la monétisation des données des multi-homers parce que alpha est inférieur à 1,5. Dans ce scénario-là, ce qu'on montre, c'est que donc la plateforme va diminuer son niveau son niveau de divulgation de données lorsque la valeur du service augmente, V. Donc ça, c'est comme pour le single homing. Mais on a aussi une seconde chose qui vient interagir. On a le fait que elle va aussi diminuer son niveau de divulgation de données si la valeur du multi-homing, qui est sigma, rappelez, hein, le fait que je consomme un second service ou pas, augmente. Donc en fait, déjà, on a une interaction entre sigma et V qui va faire qu'en fait, le fait que je sois en régime de vie privée flexible ou strict va varier. Donc ça, on va en parler dans le graphique. Il y a aussi le fait que la vie privée est affectée par un troisième paramètre, aussi, c'est le fait que c'est le niveau de différenciation des produits. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si, à mesure que les produits sont de plus en plus différenciés, c'est-à-dire à mesure que la concurrence est plus douce, quelque part, eh bien, les plateformes vont choisir d'augmenter leur niveau de divulgation de données personnelles. Pourquoi? Parce qu'en fait, si les produits sont plus différenciés, parce que T augmente, eh bien, il y aura moins de multi-homers et plus de single homers et donc plus de possibilités de monétiser correctement les données. Et donc, ça incite les plateformes à augmenter leur niveau de divulgation. Il pourrait même arriver à un point où en fait les plateformes vont mettre si T est suffisamment élevé, les plateformes vont juste mettre le niveau de divulgation maximale des données sur des données personnelles et donc ce que j'appelle un régime de vie privée zéro. Voilà. Second scénario rapidement, le second scénario que je vais écrire ici, il est similaire en termes de variabilité au premier. Donc en fait, le second va arriver si si malgré le fait que les plateformes et de faibles difficultés de monétisation des données utilisateurs, en fait, comment dire, le second scénario arrive si, même si j'ai des problèmes de monétisation des données faibles, en fait, les consommateurs vont beaucoup être affectés par le fait que j'augmente mon niveau de divulgation. Voilà. Donc, voilà. Dans ce cas-là, en fait, on va aboutir au même résultat que dans le scénario 1. Et ça arrivera, si on fait synthèse comparative, ça arrive si, malgré tout, le niveau de la valeur des données des multi-homers n'est pas trop élevé et si la valeur si la disposition à payer des consommateurs est élevée. Voilà. Donc, je suis désolé, je dois passer au prochain slide pour après passer au graphique. Troisième scénario, qui est un peu extrême, c'est si en fait j'arrive facilement à monétiser mes données des multi-homers, donc alpha supérieur à 1,5, et qu'en même temps, les consommateurs ne sont pas trop affectés par une baisse de la vie privée. Donc, quelque part, la qualité n'est pas trop dégradée par la baisse de la vie privée. Dans ce cas-là, les firmes vont carrément s'engager dans un régime de vie privée zéro.
Évidemment, ça arriverait dans le cas où alpha est assez élevé, c'est-à-dire que je monétise facilement mes données multi-roamers et que, par exemple, la disposition, enfin, la disposition à payer des consommateurs pour le service est plutôt faible. Voilà, donc je vais passer cet aspect-là. Ouais. J'ai pas le temps de passer sur une autre sous-analyse qui serait intéressante, mais en gros, si on reprend un graphique et qu'on fait toute chose étant égale par ailleurs, reprenons le multi-homing, reprenons le single homing benchmark. En single homing, j'avais la courbe suivante pour le niveau de divulgation de données, qui me donnait donc un régime vie privée flexible et un régime vie privée strict. Voilà. Mais maintenant, en multi-homing, j'ai d'autres paramètres qui vont affecter mon choix de divulguer mes données. Premièrement, si par exemple le niveau de différenciation des produits augmente, eh bien ça va m'inciter à augmenter mon niveau de divulgation de données. Et à ce moment-là, en fait, je serai dans un régime de vie privée flexible pour des valeurs de V qui seront plus élevées. En gros, si T augmente, ben en fait, il y aura plus de scope, si je puis dire, désolé pour le mot, pour un régime de vie privée flexible. Et voilà. En même temps, si la valeur du multi-homing augmente, eh bien en fait, quelque part, les consommateurs ont davantage de dispositions à payer pour le service, et donc en fait, il y aura, comparé au benchmark du single homing, en fait, je vais avoir tendance à favoriser davantage le régime de vie privée stricte. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, suivant les variations, on va avoir des niveaux, enfin, on va avoir un choix de régime de vie privée qui vont varier. Et l'autre cas, c'est le cas donc de la solution en coin qui n'existait pas dans le cas du single homing, c'est en fait il se peut que pour des valeurs si j'ai un alpha suffisamment élevé et que les consommateurs valorisent le service de manière plutôt faible, eh bien en fait j'arrive au point où j'ai une solution en coin, donc en fait où j'ai un régime de vie privée 0, d'accord. Donc en fait le multi-homing va vraiment est un peu plus compliqué, il y a l'interaction entre les variables et du coup, on va avoir des incitations des plateformes différentes. Donc là, je vais pas en parler parce que je pense que j'ai plus le temps, mais là, c'est le graphique qui parle de l'arbitrage des plateformes en multi-homing pour mettre un prix négatif ou pas. Donc ça, je vais passer dessus. Voilà. Et après, j'ai radé le monopole, donc je ne vais pas parler du monopole du détail, mais en gros, en monopole avec le multi-homing, ce qu'on trouve, c'est que de 1, le monopole, la fusion monopole augmente le pouvoir de marché des entreprises, comme en single homing. Mais par rapport au niveau de vie privée, on a des impacts qui vont être différents. C'est plus compliqué. Mais par exemple, je prends le cas ici, là, le cas B. Eh bien, en fait, si les problèmes de monétisation des données multi-homers sont assez faibles, alpha supérieur à 1,5, eh bien, en fait, une fusion monopole en multi-homing va faire que je vais baisser mon niveau de vie privée ou augmenter mon niveau de divulgation de données. Et donc, quelque part, la fusion en multi-homing va aussi diminuer le surplus de consommateurs. Bon, évidemment, si je suis dans le cas ici A, c'est plus compliqué, mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais donc, pour conclure, on voit bien qu'avec la collecte et l'usage des données personnelles, les plateformes numériques emploient des modèles d'affaires où il y a un arbitrage entre justement la vie privée, donc la divulgation de données, et les revenus issus des ventes du produit. Et donc là, ça amène donc, à ce dont on entend parler, la possibilité de subventionner les consommateurs ou de mettre un prix égal à 0. Et il y a aussi l'interaction essentielle dans ce mode d'affaires avec le fait que le consommateur peut choisir de fournir plus ou moins des données personnelles. Et on voit en fait que le single homing, on voit que l'arbitrage dont on vient de parler ici, vraiment se base sur la valeur V du service pour les consommateurs, alors que quand on passe en single homing, là, on a différentes interactions plus complexes qui vont arriver et qui vont donc altérer ces modèles d'affaires de manière assez importante. Je vous remercie. Voilà.